Alors, Guillaume nous rejoint pour le forum LNH. Avant toute chose, bon, évidemment, la plupart d'entre vous l'avez peut-être vu dans l'actualité aujourd'hui. Donc, 5 joueurs de la Ligue nationale ou, en fait, 5 joueurs de l'équipe Canada 2018 ont été interpellés par la police pour se rendre à la police à London. Et là, depuis, on a 5 joueurs qui ont quitté leur équipe pour des raisons personnelles. Carter Hart, Dylan Dubé et Cal Foote, Michael McLeod dans la Ligue nationale et Alex Formenton avec son club en Europe. Évidemment, on ne peut pas assurer que c'est les 5 joueurs visés par le service de police, mais tout de même, les liens se font, veut pas, vu la situation des derniers jours, et ça sera à suivre dans les prochaines semaines. On a le 5 février, si je ne me trompe pas, qui va avoir un point de presse en fait, du service de police de London pour faire le point sur la situation. Et je m'attends à ce que ça soit très attendu au cours de cette semaine-là et très suivi. Donc, il pourrait peut-être faire dresser un peu le portrait sur la situation qui a terni, si on veut, l'image de l'équipe Canada après le championnat du monde de 2018, championnat du monde junior. Sur une autre note, Patrick Roy, maintenant entraîneur-chef des Islanders de New York. On l'a vu plus tôt aujourd'hui, les sénateurs d'Ottawa qui ont peut-être manqué leur coup, qui sont un peu déçus d'avoir laissé passer cette occasion-là. Guillaume, avais-tu sur ta carte de bingo qu'en 2024, Patrick Roy serait l'entraîneur-chef des Islanders de New York? Non, clairement pas. Là. Je pense on était quelques personnes qui le voyaient peut-être en tant que coach en 2024, mais pas nécessairement chez les Islanders. Plusieurs le voyaient à Ottawa et même le propriétaire l'a avoué aujourd'hui, pas aujourd'hui, ou du moins dans les derniers jours, qu'il a échappé un peu. Là, donc, mais c'est une bonne chose. Là, on est rendu à 6 Québécois. En fait, 5 Québécois et un Franco-Ontarien dans la Ligue nationale, donc ça augmente notre présence et tout. Puis, je pense qu'on l'a vu aussi avec la réaction des joueurs des Islanders. Là, ils ont, je pense, beaucoup aimé la nouvelle. Nonobstant de ce qui s'était passé avec Lane Lambert, là, juste le fait d'avoir Patrick Roy dans leur équipe, ça fait un grand buzz. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui étaient impressionnés. Puis si je ne me trompe pas non plus aussi, je pense qu'il avait coaché Varlamov quand il était à Colorado. Fait que, il y avait un lien là-dessus. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'il va pouvoir continuer qu'est-ce qu'il avait commencé là-bas. Donc, non, c'est une bonne addition. Puis, j'ai bien hâte de voir s'il va être en mesure d'amener cette équipe-là dans les séries parce qu'ils ne sont pas très loin, on s'entend. Ben, je pense que c'est un peu l'objectif à la mi-saison là, de créer un buzz au sein de l'environnement de l'équipe et peut-être participer aux séries. Éloi, c'est quand même particulier la situation pour Lane Lambert qui est arrivé il y a 1 an et demi. 1 an et demi plus tard, on le laisse partir et même les partisans auraient souhaité que ça se fasse dès le début de l'année. Donc, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de temps pour s'acclimater et faire en sorte que l'équipe assimile son système de jeu, mais je crois que ça n'a jamais fonctionné pour lui là, à New York. Bah, moi, il n'y a pas vraiment de surprise. Là. Je veux dire, Lou Lamoriello, on le sait qu'il a le doigt sur la gâchette dès qu'il engage quelqu'un. Là. Claude Julien avait duré 79 matchs, puis il avait amené l'équipe quasiment au premier rang dans l'Est. Il avait été congédié juste avant les séries. Ça, c'est en moins d'une saison. Donc, c'est pas surprenant de le voir faire ce geste-là. Il dit que c'est le temps. Si on regarde encore le classement dans l'Est, mais cette fois-ci, on va regarder les Islanders. On n'est pas loin d'une place en série. Puis je pense que Lamoriello se disait c'est pas vrai que je vais être vendeur cette année. On va essayer de faire une poussée avec ce groupe-là pour voir ce qu'on peut faire. Puis t'as Philadelphie qui sont là-dedans. On n'attendait pas Philadelphie. T'as Détroit qui sont là. Les Devils sont prenables aussi. T'as parlé des joueurs tantôt. Ils viennent de perdre Michael McLeod pour on ne sait pas exactement combien de temps. Ça va faire mal aussi. C'est un gars qui a 10 buts déjà en une moitié de saison. Donc, tout est possible pour les Islanders. Pour Lambert, qui n'a pas aidé aussi, Ryan Pulock qui est absent depuis plusieurs semaines. Cizikas, c'est supposé être un des meilleurs quatrième trio de la Ligue, les Islanders, depuis plusieurs années, mais Cizikas, il n'est pas là depuis quelques semaines aussi. Donc, il y a quelques facteurs qui ont joué contre lui, puis peut-être que la motivation amenée par le nouveau coach, ça va pousser les Islanders à un autre niveau là, pour la fin de saison. Ce qui est particulier aussi avec les Islanders, c'est un peu ce que je disais tantôt avec le Canadien, c'est qu'on n'a pas eu vraiment beaucoup de changements au cours de l'été. C'est pratiquement la même formation et ça depuis plusieurs saisons. On a l'addition de Bo Horvat l'an dernier. Mais sinon, Marc-Antoine, pour toi, est-ce que c'est une équipe qui peut vraiment aspirer aux séries avec le noyau, si on veut, qu'on a en place? Ouais, juste fait intéressant, Lane Lambert, c'est le père de Brad Lambert. Oui. Exactement. Fait que juste un fait intéressant comme ça. Oui, je pense que oui. Puis, il est parti avec l'Avalanche, qui est une équipe qui allait relativement nulle part. C'est quand même lui qui a insisté pour la sélection de McKinnon. Il a réussi à amener cette équipe-là en série, éliminer au premier tour, gagne le Jack Adams. Puis après ça a été vraiment, vraiment, j'allais dire plus difficile, mais complètement difficile. Là, il y a une équipe qui
qui va avoir un héros à tous les matchs. Des fois, ça va être la 4e ligne, des fois, ça va être la première paire de défenseurs. Éventuellement, ce serait le premier trio. Donc, il n'y aura pas à avoir le poids de si un de mes attaquants vedettes se blesse, je suis mal pris. Donc là, c'est Pollock qui est blessé, mais quand même, ils sont capables de Mayfield va jouer peut-être plus de minutes. AO va jouer plus de minutes. On va essayer peut-être de mettre 2 gauchers ensemble ce coup-ci. Donc, il y a quand même un héros à tous les matchs. Et je pense que c'est une équipe qui va se rendre en série justement par l'électrochoc du nouvel entraîneur. Et je pense qu'il n'y a pas plus à l'opposé que Lane Lambert que Patrick Roy. Puis on sait habituellement que les opposés, ça fait des heureux et des malheureux. Mais ceux qui ont levé la main pour dire hey, je pense que c'est une belle addition pour nous, c'est selon moi ceux qui doivent tirer le bateau, dont Matthew Barzal, entre autres. Donc moi, je suis persuadé qu'ils ont une chance de faire les séries. Puis je pense aussi que c'est ce que Roy voulait. Avoir la chance de se faire la main avec une équipe qui se dit qu'il peut faire les séries et qui éventuellement peut les faire à tous les ans parce qu'ils ont de la profondeur à la place d'avoir un top 6 et un top 4 vedette, par exemple. Ouais. Ce que Marc-Antoine vient de mentionner, Julien, ça me fait penser un peu aux Sénateurs. On veut aspirer aux séries et avoir une formation qui va l'être pour plusieurs années. Ça n'aurait pas été le fit parfait pour lui. C'est comme ça. Écoute, comme elle dit, moi, je trouve ça quand même assez. Je comprends là, le nouveau propriétaire, mais en même temps, je trouve ça quand même spectaculaire qu'il prenne autant son temps avec une équipe comme ça, qui techniquement devrait faire les séries. C'est flagrant qu'il manque de structure défensive et par le fait même de leadership, parce que pour défendre, ça prend pas du talent, ça prend de l'effort. Puis s'il y a un manque d'effort dans sa zone, ben c'est un manque de maturité, on va dire. Donc, c'était le candidat tout indiqué pour aller chercher des francophones, ce qu'il voulait. Mais à rajouter du caractère puis disons un coup de fouet à son équipe pour mieux défendre. Donc, mais écoute, c'est spécial, tu sais, j'ai entendu ça, le propriétaire dire on va prendre le temps d'évaluer, on va regarder le personnel qu'on a en place, mais moi, je comprends, mais je trouve que ça manquait un peu de vision, tu sais, puis quand, tu sais, Stales, tu sais, normalement, tu sais, il doit avoir quand même une certaine expérience, il sait un peu comment ça marche à la Ligue nationale quand même. Puis, je suis étonné qu'il n'ait pas tout de suite fait, manque de caractère, manque tu sais, fait que puis tout de suite, qui qu'on peut aller chercher pour justement ce problème-là, pour essayer de renverser la vapeur, tu sais, cette saison dès maintenant, essayer de donner un coup de fouet. Donc, là, c'est comme, on va prendre Jacques Martin en attendant. Ils vont regarder un peu ce qui se passe. Puis à la fin de l'année, ils vont nous rendre compte. Puis c'était on prendrait des décisions. L'équipe, là, sur papier, là, est capable d'être en série. C'est pas ça le problème. Si tu attends cet été, puis tu vas chercher d'autres morceaux, oui, peut-être, un défenseur plus défensif. Mais ça reste que, tu sais, ils sont pognés sur le cap, là. Tu sais, Shane Pinto, il va être assigné, puis il faut qu'il leur signe, là, ce gars-là, là. Fait que, tu sais, c'est comme, ils n'ont pas plus d'argent cet été disponible. Donc, je trouve ça un peu, je les trouve slow-mo par rapport au momentum qu'il y avait de cette équipe-là. Je suis déçu, en fait, de complètement de la direction, là, de ce qu'ils ont, comment ils ont agi cette année. Là, ils perdent le reste de l'année. Là. Avec Jacques Martin, ils savent qu'il ne sera pas là l'année prochaine. Fait que, c'est ça. Nicolas, on t'entend pas. Dommage, j'avais un bon gag. Je mentionnais comme quoi, à l'instar de Shane Pinto, les Sénateurs ont pris un pari. Malheureusement, ça a échoué. Donc, Ouais, ben ça, en fait, les Sénateurs, j'ai oublié mon idée. En fait. Je m'en ai parlé des Sénateurs. Allez-y. Je te relance avec les Kings dans ce cas-là. Un autre sujet qu'on souhaitait aborder. En fait, les Kings ont monté le classement dans l'Ouest. C'est difficile pour eux. Bon, les Oilers, maintenant, on les ont officiellement dépassés avec leur 14e victoire de suite acquise hier soir. Donc, on en parlera plus tard des Oilers. Mais les Kings, 54 points en 44 matchs. On avait un début de saison fulgurant. Et là, ça se complique. Les gardiens de but ne font plus nécessairement le travail. Ça semble plus difficile pour tout le monde. Et bon, on voit Pierre-Luc Dubois qui n'est pas nécessairement dans les bonnes grâces de Ted McLennan. Disons qu'en ce moment, on est un peu en eau trouble là, du côté des Kings.
Ouais, en fait, les Kings, c'est des formations qui m'ont surpris en début de saison. Puis là, je pense que ça revient un petit peu à la normale, si on veut, là. J'étais surpris aussi que Cam Talbot soit aussi bon, en fait, devant son filet. Donc, de ce côté-là aussi, ça me surprend pas que présentement, ça a l'air un petit peu moins bien. Il y a des équipes, tu sais, quand on dépasse Noël, là, qui prennent un pic là, vers le haut. Que là, j'ai hâte de voir tu sais, du côté des Kings. Puis on parlait de Pierre-Luc Dubois. Tu sais, on fait une transaction pour essayer d'améliorer leur ligne de centre, sauf que du côté des ailiers, par exemple, on a perdu des bons éléments, des joueurs qui avaient quand même, qui n'étaient pas trop vieux non plus, puis qu'il y avait quand même du grit, puis tu sais, c'était des joueurs travaillants. Puis là, tu sais, on a remplacé ça par certains jeunes joueurs, puis tu sais, sur une saison de 82 matchs, la constance, des fois, est peut-être un petit peu plus difficile à aller chercher. Donc, tu sais, moi, ils me surprenaient au début, je ne les voyais pas aussi haut. Fait que là, je pense que c'est juste la normale qui revient. Puis je pense que c'est une équipe qui va se battre pour les séries éliminatoires. Là, on a rappelé Brand Clark, donc c'est un défenseur que j'ai hâte de voir pour la fin de saison. Tu sais, il dominait quand même dans la Ligue américaine, avait 1 point par match. Donc, j'ai hâte de voir la suite pour les Kings à Los Angeles. Mais il va falloir que quelque chose se passe là-bas parce que sinon, le bateau va couler. Là. Mm-hmm. J'allais juste 2 petites secondes. Je ne sais pas si c'est peut-être plus culturel, là, mais je ne sais pas si tu avais vu le documentaire Junior. Non. C'est un documentaire qui se passe à Baie-Comeau, puis qui suit un joueur et des agents à Baie-Comeau à peu près autour de 2007-2008, si ma mémoire ne me trahit pas, un couple de réalisateurs. Et ils ont dit on va mettre des caméras partout. Et l'entraîneur était Éric Dubois. Donc, Éric Dubois qui a coaché, il a été un choix des Nordiques, il a joué surtout dans la AHL, il a joué aussi en Allemagne, si ma mémoire ne me trahit pas. Il a une belle carrière quand même de hockeyeur. Là. Il a réussi quand même dans ce qu'il a fait, même s'il n'a pas joué dans la Ligue nationale. Et lui, c'est le père de Pierre-Luc Dubois. Donc, c'est un gars qui a quand même été élevé dans le hockey. Et dans le documentaire, il n'y a personne de plus raide qu'Éric Dubois. Il a du caractère pour 78 personnes. Puis c'est quand même fou de penser que son fils est complètement à l'opposé de l'image et de la culture qu'il a essayé de mettre à Baie-Comeau en 2007 et 2008. Donc, si jamais vous voulez aller le voir, pour voir dans quoi peut-être Pierre-Luc Dubois a dû évoluer, c'est très intéressant. C'est une petite note culturelle. Peut-être qu'il y a des années à se faire, à peut-être taper sur le clou, ça l'a rendu un peu, ça l'a renfermé et un peu de frustration, mais encore là, on ne va pas insinuer des choses, on ne connaît pas non plus Pierre-Luc Dubois personnellement. Marc-Antoine, je te relance justement sur les Kings. On sait que souvent, dans une saison, toutes les équipes finissent par avoir un creux de vague, un moment plus difficile. Puis je prends l'exemple du Lightning de Tampa Bay. Souvent, on voyait en début de saison, ça commence très lent, mais on pique au bon moment, en fin de saison et au moment des séries éliminatoires. Ça peut pas être un mal peut-être pour un bien du côté des Kings d'avoir des difficultés à ce moment-ci, puis sachant qu'on était déjà quand même bien placé au classement. Mm-hmm. Moi, j'ai pas peur pour les Kings pour faire les séries cette année. Moi, j'ai peur de l'après-Kopitar. Mais pour les séries en ce moment, moi, j'ai pas de stress avec ça. Doughty connaît peut-être la meilleure saison de sa carrière, ou du moins il est en processus de connaître la meilleure saison de sa carrière. Ils ont une ligne de centre monstre. Ils ont quand même été épargnés par les blessures. Oui, Brand Clark s'en vient. C'est quand même assez satisfaisant. Et éventuellement, s'ils vont se chercher un gardien pour peut-être avoir, à la place d'avoir un gardien A, ils vont peut-être avoir 2 B. Et c'est tout aussi bien comme ça. Puis ils ont une grosse défensive. Moi, j'ai pas peur. Puis des fois, ça fait une espèce de, comme on dit en anglais, un wake-up call. Puis moi, j'ai foi aux Kings de l'édition 2022-2023. Non, 2023-2024. Ouais. Guillaume, de ton côté, crois-tu que les Kings peuvent bien faire, se reprendre et peut-être faire un bout de chemin en série? Ben, ça va prendre vraiment de l'apport de toute leur profondeur. Là. On voit Pierre-Luc Dubois, il joue vraiment pas à la hauteur de son contrat qui a été donné. Est-ce que ça va demander un changement de coach pour justement donner un électrochoc? Peut-être. Je pense qu'on avait fait le bilan, si je ne me trompe pas, à m'emmener dans un des épisodes précédents. Puis je pense que j'avais noté justement que les Kings était une des équipes qui alloue le moins de buts, qui était vraiment des bons défensivement, mais c'est sûr, si t'en scores pas nécessairement, je pense qu'il était quand même dans le haut de peloton, ou du moins dans le milieu, mais à m'emmener peut-être ça te rattrape, puis c'est là que ça fait un peu de dommages. Donc, avec les bonnes équipes dans l'Ouest qui montent comme les Oilers, est-ce qu'ils vont être en mesure de faire les séries? Ça va être tough. Ben, si on revoit le classement, je vais te laisser par la suite, Éloi, enchaîner, mais bon, la 9e, 10e position, les Coyotes et les Blues, on s'entend, c'est pas des équipes qu'on s'attendait nécessairement à voir en série, à tout le moins pas les Coyotes, les Blues peut-être être tout près.
Le Kraken est sur une bonne séquence, c'est pas très loin derrière non plus, mais quand même, ça reste quand même un 7 points d'écart qu'on a présentement et le Kraken a joué plus de matchs. Donc, à un certain point, les Kings, sans dire qu'ils sont assurés de participer aux séries, on s'est tellement fait un bon coussin, donc on est en bonne position malgré tout. Là. Bon, moi, Ouais, j'ai foi à mes Coyotes. Là, je les avais mis justement dans les séries. Fait que, Non, c'est ça, ben oui, les Kings, c'est pas si inquiétant pour eux en ce moment. Là, effectivement, ils ont ce petit coussin-là, puis je pense que ça peut juste se replacer pour eux autres. Là. Si on regarde dans les 10 derniers matchs, là, ça a été une très, très mauvaise séquence. Talbot n'a pas fait le travail, mais il reste que les gros canons ont répondu. T'sais, aux 10 derniers matchs, Fiala a 10 points, Dano a 8 points, Byfield a 7 points. Donc, les premiers et deuxièmes trios répondent à l'appel. Le troisième, quatrième trio, par contre, il va falloir avoir un petit peu plus de production. Le quatrième trio, dans les 10 derniers matchs, aucun point pour les 3 gars. Donc, c'est sûr que c'est difficile dans ce temps-là. Mettons que l'autre équipe, leur quatrième trio en compte un, ben c'est ça. C'est un but net que tu viens d'accorder. Donc, c'est ça. Ça prend plus d'aide de profondeur, du meilleur travail des gardiens de but, comme on a dit. Puis je pense que les Kings peuvent tout à fait redresser le navire. Ils ont le temps en masse de faire ça. Julien, je sais que tu as souvent dit depuis le début de l'année que les Kings avaient mis tous leurs œufs dans leur même panier avec plusieurs joueurs offensifs en allant chercher du bois et en ne corrigeant pas le problème devant le filet. Ça commence à les rattraper selon toi? Ça les rattrape, mais dans les séquences de jeu que tu as montré, tu vois, c'était même pas la faute du gardien. Là, c'était vraiment la couverture défensive qui était en défaut. Donc, je pense que tu peux pas avoir à part les Oilers en ce moment, tu peux pas avoir le pied sur la pédale de gaz sans arrêt. C'est vraiment parfait. Là, clairement ils sont sur une pente descendante. La question, c'est est-ce qu'ils vont la remonter? Je pense qu'ils ont quand même assez de vétérans et de joueurs bons sur les deux sens pour comme remonter, mais ça reste que Dubois connaît pas du succès, peut-être une mauvaise évaluation pro de peut-être Bergevin, ça serait pas sa première mauvaise évaluation pro. Puis je sais que Bergevin est dans sa soupe depuis qu'il est né, ce gars-là, donc c'est sûr que je suis sûr qu'il y a du Bergevin dans le nez pour aller chercher Dubois, puis clairement ça fonctionne pas. Puis, ils ont perdu Dursey, qui est un des meilleurs défenseurs des Coyotes, qui était jeune. Ils ont perdu Villardy, qui venait d'éclore puis qui continue à tout casser à Winnipeg, qui est un gros attaquant. Ils ont perdu Alex Iafallo, que c'était un gars de 200 pieds qui allait dans le coin aller chercher la puck. Donc, ils ont perdu 3 joueurs et Korpisalo, mais là, bon, à Ottawa, ça ne fonctionne pas, mais tous les gardiens de but qui sont à Ottawa, ils ont eu du succès ailleurs, sauf à Ottawa, donc je dirais pas que Korpisalo est un mauvais gardien de but nécessairement, mais cette année, oui, il ne joue pas très bien. C'est ça pour dire qu'ils ont tout perdu ça pour aller chercher du bois. Pour moi, ils ont régressé cette année comparativement à l'année passée. Cette année-là, l'année passée, quand ils sont rentrés en série, versus cette année, quand ils vont rentrer en série, moi, je trouve que c'est une équipe qui est moins bonne. Donc, je ne suis pas tellement surpris de ce qui se passe en ce moment. Puis, moi, honnêtement, aller avec Pla Copley, c'est terminé pour l'année, qui était quand même correct, mais c'est pas un grand gardien non plus. Là, ils sont pognés avec... c'est pas grand-chose. Là. Moi, à la guerre, avec ces deux gardiens de but-là, c'est ça, je serais pas content. Fait que j'ai hâte de voir ce qui va arriver. C'est sûr qu'ils peuvent toujours en chercher un à date limite des transactions, mais ça risque que c'est ça. Je suis pas vraiment surpris par rapport aux choix qui ont été faits l'été passé. Encore là, Rittich fait le travail. 1,76, 930 de pourcentage d'arrêt. Hey, tu t'en vas, c'est vrai avec Rittich et Talbot. Là. C'est pas soutenable, mais en ce moment, il fait le travail. Ouais. Savoir si sur le long terme, ça va durer, par contre, ça, j'ai hâte de voir. C'est l'équipe qui a ravivé Peter Boudaille il y a quelques années aussi. Mais qui a sorti Jonathan Quick. Ouais. Donc, ça serait à voir pour les Kings et pour votre information, parce que tu parlais, Julien, de peut-être acquérir un gardien d'ici la date limite. On a présentement un gros 1941 $ de disponible sur le plafond salarial. Donc, on n'aura pas le choix de donner pour recevoir et possiblement qu'on donnerait peut-être un joueur avec un trop gros salaire ou à la limite un autre gardien de but, mais tout de même, on a du travail à faire si on souhaite aller chercher et faire des acquisitions en vue des séries éliminatoires. Si là, Byfield n'a pas son gros contrat. Non plus. Non. Bon, ça serait à suivre. Ça aussi, ça va être intéressant à suivre dans les prochaines saisons, voir comment on va gérer la masse du côté de LA.